Les papiers du divorce étaient prêts à être signés. L'accord s'élevait à 3 millions d'euros. Il voulait une rupture nette, juste au moment où Camille découvrit qu'elle attendait des jumeaux. Son mari milliardaire exigea le divorce, l'accusant de lui avoir été infidèle. Il la soupçonnait parce qu'il avait secrètement subi une vasectomie 1 an plus tôt. Mais il y avait un fait qu'il ignorait. Les bébés qui grandissaient en moi étaient exactement de la C lignée que sa prestigieuse famille désirait avec tant de désespoir. J'ai pris les 3 millions d'euros et j'ai disparu. 5 ans plus tard, je suis revenue, comme une femme que tous admiraient, livrant un regret dévastateur à l'homme qui m'avait fait vivre un enfer. Les couloirs de la clinique obstétrique, dans le 16e arrondissement de Paris, étaient toujours bruyants et pleins de vie. Mais je me sentais comme tue seule sur une île déserte et glaciale. Dans ma main, je tenais l'échographie, encore chaude de la machine. Le mot jumeau, imprimé à l'encre noire et épaisse, au centre du papier blanc, pesait comme le lourd fardeau du destin en train de m'écraser. J'ai doucement posé ma main sur mon ventre, là où 2 vies prenaient. À Racine en silence. Un mélange d'émerveillement et de peur s'est infiltré dans chaque cellule de mon corps. Pendant les 3 dernières années, j'avais attendu ce moment avec un immense désespoir. Je ne pouvais même plus compter les innombrables cycles de traitement de fertilité, les régimes stricts, ni le nombre de fois où j'avais dû supporter les regards passifs et agressifs de mes beaux-parents à chaque dîner du réveillon de Noël et lors des repas de famille du dimanche. Juste un moment où je prenais une grande inspiration pour calmer mon esprit. Mon téléphone sonna bruyamment dans mon sac à main. Mon cœur fit un bond en voyant le prénom d'Alexandre sur l'écran. Avait-il eu un pressentiment, appelait-il, pour savoir comment s'était passé le contrôle? Une petite lueur d'espoir. Aussi, naïve soit-elle, fleurit en moi. J'ai appuyé sur le bouton pour répondre d'une main tremblante. Essayant de paraître aussi calme que possible. « Bonjour Alexandre. » À l'autre bout du fil, il n'y eut aucune salutation. Je n'ai entendu que le bruit des pages que l'on tourne. Et sa voix, aussi froide et grave que celle d'un inconnu. Il m'a annoncé que son avocat était en route pour notre grand appartement du 8e arrondissement, me demandant de libérer mon emploi du temps cet après-midi pour signer les papiers. Il m'a précisé qu'il avait déjà signé la convention de divorce et que les clauses de séparation des biens étaient clairement détaillées. Je n'avais qu'à y jeter un coup d'œil et signer. Je suis restée figée sur place. Au beau milieu du couloir de la clinique, autour de moi, je pouvais entendre les rires joyeux des couples qui passaient. Les femmes tendrement appuyées contre leur mari. Leur bonheur résonnait comme des aiguilles acérées perçant mes tympans. Je me suis mordu la lèvre. Mais ma gorge était si sèche et rugueuse que j'avais l'impression d'avoir avalé une poignée de sable. Un divorce? Pourquoi maintenant? Parmi tous les moments possibles? Alexandre soupira. C'était un soupir chargé de cet ennui et de cette impatience, auquel je m'étais tant habituée ces 6 derniers mois. Il m'a répondu que nous étions des adultes, qu'il fallait en finir avec un peu de dignité. Il a ajouté qu'il savait que j'avais traversé des moments difficiles ces 3 dernières années, et qu'il ne me renverrait pas les mains vides. Il avait transféré 3 millions d'euros sur mon compte personnel. Il m'a dit de considérer cela comme une compensation pour ma jeunesse, et aussi comme le prix à payer pour garder le silence sur ses affaires professionnelles à l'avenir. Il m'accordait 1 mois de plus dans l'appartement parisien pour me laisser le temps de trouver un nouveau logement, après quoi je devrais lui remettre les clés. 3 millions d'euros. Pour une personne normale, c'était une somme astronomique qui garantissait une vie de confort. Mais sortant de la bouche du mari que j'avais autrefois aimé, cet argent m'a seulement fait me sentir infiniment petite et misérable. Ma vie des 3 dernières années, en tant qu'épouse, belle-fille et femme soutenant silencieusement son mari dans l'ombre, avait été évaluée et réduite à un simple chiffre. J'ai regardé la photo de l'échographie qui se froissait entre mes doigts. Mes larmes refusaient de couler.
Je sentais qu'elle refluait, coulant directement vers mon cœur. Yai, pour lutter, pour empêcher ma voix de trembler, en posant mon ultime question. 3 millions pour 3 ans. Tu as mis un prix assez élevé sur ma tête. Quel est le motif? Alexandre, est-ce parce que je n'ai pas pu te donner d'enfant? Ah oh, est-ce pour ta secrétaire? Victoire? Il y a eu quelques secondes de silence à l'autre bout. Dans ce calme étouffant, je pouvais même entendre le bruit du vent effleurant les fenêtres de l'hôpital. Finalement, Alexandre a répondu froidement, sa voix dénuée de la moindre once de sprieux. Culpabilité. Il m'a expliqué que Victoire le comprenait, qu'elle savait ce dont il avait besoin, et savait comment partager le stress de son travail. Puis il a ajouté que moi, j'étais trop terne. Il m'a comparé à un beau tableau. Mais un tableau sans âme accroché au mur du salon. À force de le regarder trop longtemps, on finit par s'enlacer. Il a conclu qu'il valait mieux s'arrêter, là, pour ne pas s'épuiser mutuellement. Je voulais hurler. Je ne suis pas terne. Tes enfants, des jumeaux par-dessus le marché, grandissent dans mon ventre. Tu ne le sais même pas. Mais avant que les mots ne puissent franchir mes lèvres, la voix douce et affectueuse d'une femme a traversé le combiné comme une lame tranchante. Elle lui demandait avec tendresse s'il pensait que cette cravate bleu marine irait, et bien avec le costume qu'il porterait ce soir, l'invitant à venir jeter un œil. C'était la voix de Victoire, cette voix qui, d'ordinaire, énonçait son emploi à temps professionnel avec une stricte rigueur, résonnait maintenant de manière si intime et assurée dans l'espace privé de mon mari. La force a déserté le bras qui tenait mon téléphone. Tout avait été décidé, depuis bien longtemps. J'étais la seule idiote à ne pas l'avoir su jusqu'à la fin. J'ai raccroché sans prononcer un mot de plus, en regardant mon ventre. Yai, murmurer des excuses aux 2 petites vies qui n'avaient pas encore vu le monde. 3 millions d'euros. Très bien. S'il voulait tout trancher avec de l'argent, j'allais le prendre volontiers. Mais jamais au grand jamais il n'aurait et chance de savoir que ces 2 enfants existaient cet après-midi-là. Le grand appartement parisien, enveloppé dans la douce lumière de fin de journée, semblait inhabituellement lugubre. Le froid s'infiltrait par les cadres des fenêtres, me glaçant jusqu'aux os. Je suis rentrée et j'ai préparé le dîner par habitude, tout en sachant qu'il n'y aurait personne pour le manger. Sur la longue table de salle à manger vide en chêne, massif, le filet de bœuf et les asperges vertes préférées d'Alexandre refroidissaient. La couche de graisse figée qui se formait à la surface du plat ressemblait pitoyablement à ma propre situation. Cet immense appartement n'avait et jamais été un nid chaleureux pour moi. C'était plutôt une luxueuse cage dorée qui avait emprisonné ma jeunesse. À 9 heures précises, la sonnerie familière de l'ascenseur privé a retenti. Alexandre est entré dans le vestibule. Il portait toujours un costume, sur mesure parfaitement ajusté. Mais le regard qu'il a posé sur moi ne contenait plus la moindre trace de l'affection d'un mari. Il ne s'est pas assis à table et n'a pas accordé un regard à la nourriture. Il s'est dirigé tout droit vers la table en verre du salon et y a jeté un épais dossier ainsi qu'un stylo. Le dossier a heurté le verre avec un bruit sourd et glacial. Il m'a ordonné de signer, pointant le stylo du menton. Alexandre a ensuite regardé sa montre de luxe, agissant comme un homme en retard pour une réunion, bien plus importante. Je me suis approchée et j'ai pris les documents du divorce. Chaque clause était aussi concise et froide que son style de gestion des affaires. J'ai regardé l'homme que j'avais autrefois aimé et respecté. À cet instant, il était un parfait inconnu. Posant les documents sur la table, Yai tentait de m'accrocher à un dernier fil d'espoir. Ma voix était frêle, mais claire. Je lui ai demandé si c'était vraiment la fin pour nous. Et si lui disait que j'étais enceinte? Est-ce qu'il reconsidérait sa décision? J'ai retenu mon souffle. Attendant, espérant qu'il s'arrête, ne serait-ce qu'une seconde, espérant voir une infime étincelle d'hésitation dans ses yeux.
Mais là, réaction d'Alexandre m'a complètement brisée. Il m'a regardé avec mépris. Puis, a eu un rire cynique, comme un homme qui venait d'entendre la blague la plus ridicule du monde. Il a ouvert son attaché, case, en a sorti un autre dossier, médical, et l'a claqué sur la table devant moi. Il m'a dit d'arrêter mon cinéma. Il avait prévu de me laisser garder ma fierté. Mais puisque je m'accrochais à lui en utilisant un enfant hypothétique, il n'avait pas d'autre choix que d'être Anne Frank. La voix d'Alexandre appuyait lourdement sur chaque mot. Il m'a révélé qu'il y a Anne. Après avoir vu ses collègues du CAC 40 avoir d'énormes maux de tête à cause de leurs enfants se déchirant pour des héritages, il avait secrètement subi une vasectomie. Le médecin avait été très clair. Une conception naturelle était impossible. Alors, si j'étais vraiment enceinte, il voulait savoir de qui était le chef-d'œuvre. Il m'a accusé sans détour d'avoir couché avec un autre. Dans son dos, j'ai regardé fixement le dossier médical dans ma main. Les lettres semblaient danser devant mes yeux. La date sur le document remontait à exactement 1 an. À moment même où je prenais de l'acide folique et des vitamines, priant chaque nuit et m'accrochant à l'espoir en l'attendant rentrer à la maison. Cela expliquait toutes les raisons pour lesquelles il avait évité de dormir avec moi. Et pourquoi ces voyages d'affaires avaient été si fréquents ces 6 derniers. Moi, c'était pour protéger son immense fortune et préparer le terrain pour se débarrasser de moi. Il avait lui-même bloqué toute possibilité d'avoir un enfant. Et maintenant, il utilisait ce secret cruel pour m'accuser d'adultère. Si je lui disais la vérité maintenant, ma douleur se transformerait instantanément en dégoût. L'homme devant moi me paraissait à la fois pathétique et terrifiant. Il croyait si fermement en ses propres calculs qu'il ne réalisait pas que des probabilités médicales rares existaient vraiment dans le monde réel. L'opération en elle-même avait peu être échouée, mais je n'allais rien expliquer. À quoi bon s'expliquer quand la confiance est déjà morte? Seulement pour qu'il puisse m'accuser de coucher avec un autre homme. Ou traiter les bébés dans mon ventre d'illégitime et me forcer à avorter? J'ai expiré profondément et ravalé mes larmes. Ma famille était être ruinée. Mais ma fierté de fille issue d'une lignée de professeurs respectés ne me permettrait pas de montrer la moindre faiblesse à cet instant. Sans hésiter, j'ai pris le stylo et j'ai signé fermement de mon nom sur la ligne réservée à l'épouse. Je lui ai dit que je signais et que je prenais les 3 millions, avec grand plaisir. J'ai levé la tête, regardant Alexandre droit dans les yeux. Et j'ai parlé d'une voix aussi froide que la glace. Je lui ai dit de se souvenir, exactement de ce qu'il venait de dire aujourd'hui, qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant, et que je priais le ciel pour qu'il n'ait jamais à regretter ça. Cruauté d'aujourd'hui. Il a froncé les sourcils, a arraché les papiers signés et les a fourrés dans ça. Malade. Il m'a informé que l'argent serait sur mon compte dans 24 heures. M'a souhaité une bonne vie et est sorti en trombe sans un regard en arrière. Quand la lourde porte en chêne s'est refermée avec un clic, je me suis retrouvée piégée dans la solitude étouffante de cet immense appartement. Je me suis effondrée sur le parquet froid et j'ai enveloppé mon ventre de mes 2 bras. C'est seulement à ce moment-là que les larmes que j'avais retenues éclataient comme un barrage qui cède. J'ai murmuré aux 2 vies qui grandissent en moi que leur père était désormais mort, qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne serions plus que nous 3 pour nous soutenir mutuellement. J'ai promis de vivre pour moi-même et pour eux. Ce soir-là, j'ai traîné une petite valise hors de l'immeuble, laissant derrière, moi 3 ans d'une jeunesse douce amère. Le vent nocturne des rues de Paris était glacial, mais pas autant que mon cœur. Je n'avais fait que quelques pas, lorsqu'une berline de luxe a freiné brusquement devant moi. La vitre est descendue. Révélant le visage lourdement maquillé de Victoire, elle m'a regardé, avec un sourire narquois, un mélange de pitié et de triomphe. Elle m'a lancé que je partais bien vite et que j'aurais pu rester un peu plus longtemps. Victoire est sortie de la voiture, portant une robe en soie hors de prix, qu'Alexandre lui avait sans doute offerte. Chacun de ses mouvements transpirait
L'arrogance. Elle a tourné autour de moi, comme pour vérifier si je volais quelque chose qui ne m'appartenait pas, et a fait claquer sa langue. Elle m'a dit que 3 millions d'euros. C'était bien trop généreux pour une épouse, inutile comme moi. Elle a ajouté que maintenant que j'avais l'argent, je devais disparaître en silence et ne plus jamais montrer mon visage devant Alexandre. Car il détestait les femmes collantes par-dessus tout. En la regardant, j'ai ressenti plus de ridicule que de colère. La maîtresse, essayant d'apprendre à l'épouse légitime comment se comporter. J'ai répondu avec le plus grand calme qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Je ne ramasse jamais les ordures que j'ai déjà jetées. J'ai simplement ajouté que j'espérais qu'elle réussirait à le garder plus longtemps que moi. Laissant ces mots flotter dans l'air, j'ai tourné le dos au sourire figé de victoire et je me suis éloignée, avec ma valise, sans hésiter une seule seconde, avant même de pouvoir reposer mon corps sur le lit de l'hôtel. Mon téléphone a sonné bruyamment. C'était ma mère. J'ai hésité un instant avant de répondre. À peine avais-je prononcé un mot qu'un cri strident a éclaté dans le combiné. Elle m'a demandé si j'étais folle, si j'avais vraiment signé les papiers du divorce, et pourquoi j'avais fait une chose aussi stupide. J'ai fermé les yeux et réprimé un soupir. Je lui ai dit que j'étais tellement épuisée. Mais ma mère m'a coupé d'une voix cinglante, demandant de quoi je pouvais bien être épuisée. Elle m'a rappelé à quel point cette famille était riche. Et moi, demandé comment j'allais payer les dettes de jeu de mon père. Les usuriers étaient venus la veille, saccageant la maison et exigeant 200 000 euros. Elle m'a accusé de ne pas me soucier de notre famille, m'ordonnant de retourner, immédiatement implorer Alexandre à genoux et de le supplier de me pardonner. Des larmes brûlantes ont roulé sur mes joues. Elle se moquait éperdument de ce que sa fille ressentait ou de la profondeur de mes blessures. Aux yeux de mes parents, je n'étais qu'un distributeur de billets, une marchandise vendue pour éponger les dettes familiales. J'ai ri amèrement. Je lui ai rappelé que je venais de divorcer, que je souffrais moi aussi, mais que la seule chose à laquelle elle pensait, c'était l'argent. L'argent était tout ce qui comptait. Pour elle, elle a hurlé que sans argent, nous allions devoir manger de la terre. Elle s'en moquait des conséquences. Elle voulait que je trouve l'argent pour payer la dette de mon père. Sinon, j'étais morte pour elle. J'ai raccroché en silence et j'ai bloqué les numéros de mes parents. J'ai réalisé à cet instant que la cruauté des liens du sang peut parfois faire beaucoup plus mal que la trahison. Des étrangers, recroquevillés sous les couvertures de l'hôtel au milieu de cette vaste ville. J'ai ressenti une solitude profonde et asphyxiante. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de l'avocat personnel de ma grand-mère, maternelle, décédée 3 mois plus tôt. Il m'a demandé de le rejoindre dans un vieux café tranquille du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Le lieu était paisible, et la légère odeur de café torréfié a un peu calmé mes nerfs. Le vieil avocat m'a tendu une épaisse enveloppe et la clé d'un coffre-fort. C'était le testament de ma grand-mère. Il m'a expliqué d'une voix chaleureuse qu'elle savait exactement quel genre de personnes étaient mes parents. C'est pourquoi, pendant des années, elle avait secrètement organisé son patrimoine personnel. Plutôt que de laisser de l'argent en espèces, elle avait converti l'intégralité de ses biens pour m'offrir la pleine propriété de l'œuvre de sa vie, les céramiques Dumas, un four traditionnel et un atelier situé à Limoges. Encore abasourdi, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient les titres de propriété et une lettre manuscrite de ma grand-mère. Son écriture était tremblante, mais les mots, remplis d'amour, brillaient devant mes yeux. Elle m'écrivait qu'elle avait toujours su qu'un jour viendrait où j'aurais besoin d'un sanctuaire comme celui-ci, que mes parents étaient cupides et mon mari calculateur, mais que l'argile, elle, ne me trahirait jamais. Elle me léguait cet atelier à une condition: vivre de manière indépendante et marcher là, tête haute, et si un jour j'avais des enfants, je devais leur transmettre notre nom, Domas.
et garder vivant l'esprit de cette terre. Mes larmes ont perlé sur la lettre. Ma grand-mère avait toujours veillé sur moi, s'inquiétant pour moi de loin, même après son départ. Elle avait tout prévu, préparé un chemin pour que je survive, quand le monde entier m'abandonnerait. 7. Atelier, couplé aux 3 millions d'euros d'Alexandre, me permettrait de devenir une femme financièrement indépendante. Mais plus important encore, il me donnait une raison de vivre et un endroit où rentrer, serrant fort la clé dans ma main. Je lui ai fait une promesse silencieuse. Je vivrai bien, j'élèverai mes enfants correctement, et je deviendrai une petite fille dont elle pourrait être fière. 2 jours après avoir quitté l'appartement d'Alexandre, je me suis rendue dans un hôpital privé de Limoges pour confirmer ma grossesse, une nouvelle fois, allongée sur la table d'examen, écoutant le battement fort et rythmique des cœurs fœtaux provenant du moniteur. Toutes mes inquiétudes et ma fatigue ont semblé fondre comme neige au soleil. Le médecin, une femme d'âge mûr à l'air, bienveillant, a souri et m'a montré les 2 petits points qui bougeaient sur l'écran, m'assurant que les bébés grandissaient à merveille et que leur cœur battait très fort. J'ai hésité un moment avant de poser la question qui me tourmentait. Je lui ai expliqué que mon ex-mari m'avait assuré avoir subi une vasectomie 1 an plus tôt, et je voulais savoir comment il était possible que je sois tombée enceinte. Pouvait-il y avoir eu une erreur? Le médecin m'a regardée avec une expression mêlée de savoir professionnel, d'empathie. Elle a retiré ses lunettes et m'a expliqué calmement qu'il n'y avait pas de garantie absolue à 100% en médecine. Une vasectomie est une méthode de contraception hautement efficace. Mais il existe toujours un risque d'échec. Parfois, l'opération n'est pas réalisée parfaitement. Ah ouais. Dans de très rares cas, le corps guérit de lui-même et les canaux sectionnés se reconnectent naturellement. Cela se produit environ 1 fois sur 1000. C'était incroyablement rare, mais pas impossible. J'ai souri amèrement, les larmes aux yeux. Cette probabilité infime d'1 sur 1000 avait dû se produire précisément dans ma vie, entraînant les soupçons d'adultère, l'humiliation et le renvoi d'une épouse fidèle par son mari. Le destin était vraiment d'une grande cruauté. En tenant les résultats de l'échographie, j'ai voulu en prendre une photo à l'instant même et l'envoyer à Alexandre pour prouver mon innocence. Je voulais lui dire qu'il avait tort. Que douter de moi avait été une erreur monumentale. Mais mon doigt s'est figé. Au-dessus du bouton d'envoi, je me suis souvenu de son regard froid et, méprisant ce jour-là, ces mots résonnaient à mes oreilles. Accompagné des 3 millions d'euros qu'il m'avait jetés comme prix de mon silence. Si je lui disais la vérité maintenant, le croirait-il? Ou penserait-il que j'avais soudoyé un médecin et falsifié les documents? Ou pire encore, et-il me croyait? Que ferait-il alors? Essayerait-il de me prendre mes bébés? Ou de les forcer à vivre sous la coupe d'une belle-mère malveillante comme Victoire? Non. La simple idée m'a donné la chair de poule. Jamais je ne pourrais livrer, et mes enfants à des gens aussi cruels. J'ai regardé la photo de l'échographie une dernière fois, puis je l'ai lentement déchirée en petits morceaux et les jetés dans la poubelle des déchets médicaux. J'ai murmuré à mes bébés que je ne les utiliserais pas pour prouver quoi que ce soit, ni pour récupérer qui que ce soit, qu'ils étaient un cadeau pour moi seul, et non les instruments de quelqu'un d'autre. J'ai décidé de garder ce secret jusqu'au bout. J'allais donner naissance et les élever avec tout mon amour. J'avais de l'argent et j'avais les techniques de céramique que m'avait laissé ma grand-mère. Je pouvais devenir la maîtresse absolue de ma propre vie. J'ai commencé à planifier ma disparition. J'ai changé de numéro de téléphone et j'ai coupé tout contact avec mes anciennes connaissances. J'allais utiliser les 3 millions d'euros comme capital d'investissement pour bâtir une nouvelle vie, totalement libérée de l'ombre d'Alexandre Dissey Famille. Cette décision a rendu mon cœur plus léger que jamais. En sortant de l'hôpital, j'ai regardé le ciel bleu.
Une brise fraîche a soufflé, emportant mes anciennes angoisses. Je n'étais plus l'épouse du grand, président-directeur général. J'étais Camille Dumas, la petite fille d'une maître, artisane, et bientôt la mère de 2 enfants angéliques. L'enclave historique et artisanale de Limoges n'était pas la porte à côté de Paris, mais elle possédait une paix qui donnait l'impression que le temps s'y écoulait différemment. En suivant l'adresse du testament de ma grand-mère, et suis arrivée avec un mélange d'excitation et d'anxiété. L'atelier céramique. Dumas était situé au bout d'un chemin pavé de briques rouges. Au-dessus du lourd, portail en bois usé, pendait fièrement une modeste enseigne au nom de ma grand-mère. En entrant, l'odeur de la terre humide mélangée au parfum des feux, de bois des fours m'a envahi les narines. De vagues souvenirs de mon enfance, où je jouais dans la boue dans les bras de ma grand-mère. Me sont revenus d'un coup. La cour était remplie d'innombrables pots et vases absorbant la lumière du soleil. Dans un coin, un homme était assis devant un tour de potier. Ses mains, couvertes d'argile, modelaient habilement une masse informe de terre. Il portait un vieux t-shirt délavé, le dos trempé de sueur. Mais son visage affichait une concentration et une passion incroyables. En entendant mes pas, l'homme a levé les yeux. Il avait un visage aux traits forts et anguleux, et des yeux aussi, clairs et tranquilles qu'un lac profond en automne. Il m'a regardé, arrêtant brièvement son regard sur mon ventre légèrement arrondi, et a froncé les sourcils. Il m'a demandé s'il pouvait m'aider, précisant que l'atelier n'acceptait pas de visite aujourd'hui. Je me suis présentée. Je lui ai dit que j'étais Camille Dumas, la petite fille de la fondatrice. J'ai gardé la voix la plus calme possible. Louis, expliquant que j'étais venue reprendre l'atelier selon les volontés du Testament. L'homme a paru surpris un instant, puis s'est levé précipitamment et a essuyé ses mains couvertes d'argile sur une serviette posée sur son épaule. Il s'est présenté sous le nom de Thomas. Il avait été l'apprenti de ma grand-mère et gérait actuellement la partie technique des fours. Il m'a regardé avec une expression inquiète, me prévenant que le travail de la céramique était physiquement exigeant, poussiéreux, et impliquait parfois des matériaux toxiques, que ce n'était pas adapté à une femme enceinte. Il m'a suggéré de continuer à gérer les choses pendant que je me contenterais de vérifier les bilans. J'ai regardé autour de l'atelier, voyant les fours qui s'étaient refroidis par manque de présence humaine, et les vieux artisans travaillant en silence. Yoi, fermement secoué la tête. J'ai dit à Thomas que je voulais le faire moi-même, que je voulais apprendre les techniques, comprendre chaque poignée d'argile et chaque étincelle du feu, que je voulais que mes enfants entendent le son de la bide, aux terres qui respirent, et non le son des soupirs de leur mère. Thomas a semblé, frappé par ma réponse. Il ne s'attendait probablement pas à ce qu'une femme, d'apparence aussi fragile, ait une telle détermination. Il est resté silencieux, un long moment, avant de finalement hocher la tête, me prévenant que si c'était ma décision, je ne pourrais pas faire ce travail à moitié. C'est ainsi qu'a commencé ma vie d'apprenti céramiste. Thomas est devenu mon maître. Strict mais dévoué. Il m'a appris à sélectionner l'argile, à la pétrir, pour éliminer les bulles d'air et à contrôler la vitesse du tour. Les premiers jours, mes mains se sont couvertes d'ampoules. J'avais tellement mal que je pouvais à peine tenir une fourchette. Et tout mon corps était couvert de poussière d'argile. Mais à chaque fois que je voyais mes créations tordues prendre forme lentement, je ressentais une étrange euphorie. Thomas veillait, toujours sur moi en silence. M'aidant quand c'était nécessaire, il ne me laissait jamais soulever quoi que ce soit de lourd et me rappelait constamment de porter un masque résistant en m'approchant des fours. Chaque fois que mes nausées matinales empiraient et que je me retrouvais à avoir des hauts le cœur, dans un coin de la cour, il m'apportait silencieusement une tisane chaude au gingembre. Il ne m'a jamais interrogé sur le père des bébés, ni ne s'est montré indiscret sur mon passé. Une entente tacite a fleuri entre nous, comme des collègues, comme un maître et son élève.
et comme des amis partageant une passion pour la terre. La présence de Thomas était comme une petite braise qui réchauffait mon âme transie lors de mes journées les plus solitaires. Pendant que je trouvais la paix à Limoges, la vie d'Alexandre à Paris se déroulait comme une comédie tragique dont il était le stupide protagoniste. Victoire, sa secrétaire et maîtresse, a officiellement annoncé sa grossesse. La nouvelle s'est répandue dans l'entreprise comme une traînée de poudre, provoquant un grand tumulte. Au début, Alexandre s'est montré sceptique. Il croyait encore fermement au résultat de sa vasectomie, mais Victoire était une actrice brillante. Au lieu de faire un scandale, elle a posé en silence les résultats d'un test génétique fœtal sur son bureau. Bien sûr, c'était un document falsifié qu'elle avait obtenu en soudoyant un médecin à la réputation, douteuse avec une énorme somme d'argent. Elle a pleuré des larmes de douleur, l'accusant de la prendre pour une femme facile, affirmant que cet enfant était le sien, et lui demandant comment il pouvait renier sa propre chair. Elle a menacé de l'élever seul s'il refusait de l'accepter. Ses larmes de crocodile ont complètement paralysé la rationalité d'Alexandre, tenant les faux résultats. Il a tremblé d'une émotion écrasante. Il a glauqué. Les cieux l'avaient aidé. Qu'un miracle médical s'était produit pour Victoire. C'était le même homme qui avait agi si cruellement avec moi. Qualifiant ma potentielle grossesse de trahison, la stupidité d'un homme aveuglé par le désir était à la fois terrifiante et comique. Alexandre a attiré Victoire dans ses bras, la comblant de promesses. Il s'est excusé, promettant de tout compenser, et, affirmant que cet enfant serait l'unique héritier de sa famille, une réception fastueuse a immédiatement été organisée dans un hôtel 5 étoiles, sur la place Vendôme. Alexandre n'a pas regardé à la dépense, invitant ses partenaires et ses amis du CAC 40 pour annoncer l'heureuse nouvelle. Il voulait prouver au monde entier qu'il allait devenir père. Victoire est restée à ses côtés, portant une robe haute couture éblouissante. Souriant d'un air, radieux comme une reine, j'ai vu les nouvelles sur les réseaux sociaux pendant ma pause déjeuner à l'atelier. Mes mains étaient encore couvertes d'argile. En regardant la photo d'Alexandre tenant la taille de Victoire et portant un toast, je n'ai ressenti ni jalousie ni douleur. À la place, j'ai ressenti une profonde pitié. Mon ex-mari s'apprêtait à élever l'enfant d'un autre homme, sans même le savoir. Adorant une escroc comme une reine. C'était pathétique. Thomas m'a vu regarder fixement mon téléphone et m'a demandé à voix basse s'il y avait de mauvaises nouvelles. J'ai éteint l'écran, souri et secoué la tête, lui disant que je regardais juste une comédie bon marché. Sentant les devis s'agiter dans mon ventre, je les caressais doucement. Je me suis fait une promesse. Ces enfants étaient le véritable miracle. Son vrai sang. Mais ils ne méritaient pas de le savoir. Ils n'avaient pas le droit d'être leur père. Qu'ils vivent dans cette fausse fantaisie. Ce serait le prix de sa trahison. Le jour où la vérité éclaterait. Son agonie serait des dizaines de milliers de fois pire que la douleur qu'il m'avait infligée. Je me suis levée. J'ai secoué la poussière de mon tablier et je suis retournée autour. Ma vie tournerait désormais autour de l'argile et de mes enfants. Ces gens n'étaient plus que de faibles personnages, secondaires dans mon histoire. La paix dans l'atelier n'a pas duré longtemps. La tempête m'a frappée de la manière la plus déchirante possible. Cet après-midi-là, le climat était lourd, étouffant. J'étais en train de peindre un émail bleu sur un vase fraîchement tourné quand une forte agitation a éclaté près de la porte principale. Le bright, de chiens aboyants, mêlé à des cris familiers, a fait trembler mes mains. La peinture bleue a laissé une longue et vilaine traînée sur l'argile blanche. C'étaient mes parents. Ils étaient accompagnés par un homme étrange en costume, noir. Probablement un détective privé qu'ils avaient engagé pour me retrouver. Dès que ma mère a vu mon ventre rebondi sous le tablier, elle ne m'a même pas demandé comment j'allais. Elle a foncé sur moi comme un ouragan, pointant son doigt vers mon visage, et hurlant que je m'étais bien cachée, que j'avais pris
et l'argent pour m'enterrer dans ce dépotoir pendant qu'il mourait sous une montagne de dettes. Mon père était à ses côtés, le visage rougi par l'alcool. Il sentait le vin. Il a frappé du poing sur une table en bois, faisant trembler dangereusement les tasses à thé non cuites. Il m'a reproché de l'avoir trahi après qu'il m'a nourri et payé mon éducation. Il m'a crié que mon frère était menacé par des usuriers, qu'ils allaient lui briser les jambes. Et que moi, avec tout mon argent, je refusais de sauver mon propre sang. Je me suis levée instinctivement, en roulant mes bras autour de mon ventre pour protéger mes bébés. Voir les deux personnes qui m'avaient mise au monde agir, comme des animaux sauvages pour de l'argent, a transformé mon cœur en cendres. Froide, j'ai marché calmement vers l'arrière-boutique et j'ai sorti un petit carnet à la couverture en cuir usé. Je l'ai ouvert devant eux. Ma voix était claire, mais teintée d'une profonde douleur. Je leur ai dit de regarder. Ja weiß. Noter chaque euro que j'avais envoyé à la maison ces 3 dernières années, l'argent pour les rénovations de leur maison, la nouvelle voiture de mon père, les vacances de ma mère et le paiement des anciennes dettes de mon frère s'élevaient à plus de 600 000 euros. C'était chaque centime que j'avais, économisé en travaillant avant mon mariage. Ma mère a regardé le carnet et a ricané avec dégoût. Elle m'a répondu que 600 000 euros. Ce n'était rien quand on était marié à un milliardaire. Elle savait que j'avais obtenu 3 millions d'Alexandre lors du divorce. Elle a exigé que je leur donne 2 millions pour payer les dettes de mon frère et régler le reste, 2 millions d'euros. Le chiffre est sorti de sa bouche avec une facilité déconcertante. Elle se moquait totalement de ma grossesse ou de la façon dont j'étais censée survivre après mon divorce. La seule chose qui comptait pour elle, c'était d'obtenir de l'argent pour le jeter dans le puits sans fonder. Dette de son précieux fils. J'ai éclaté de rire, les larmes coulant sur mon visage. J'ai demandé à ma mère comment elle pouvait être si cruelle envers la fille qu'elle avait mise au monde. Je lui ai dit que j'avais aussi besoin d'argent pour élever mes enfants. Qui étaient ces petits-enfants? Mon père a rugi qu'il n'avait pas de petits-enfants portant un nom différent, levant la main comme pour me frapper. Il a menacé de tout détruire dans l'atelier si je ne les payais pas aujourd'hui, juste avant que sa main rugueuse ne puisse toucher ma joue. Une autre main ferme a attrapé son bras comme une tenaille en acier. C'était Thomas, surgi de nulle part. Il s'est dressé devant moi comme une montagne géante. Ses yeux, d'ordinaire si tranquilles, brûlaient d'une colère résolue, d'une voix basse, mais pleine de puissance. Il a ordonné à mon père de se calmer. Il lui a rappelé que c'était un commerce légalement enregistré, et que s'il touchait à quoi que ce soit, il appellerait la police nationale et porterait plainte pour destruction de biens. Quant aux affaires familiales, il devait respecter les décisions de Camille. Mon père a essayé de se dégager, mais n'a pas pu briser la poigne de Thomas. Il a craché un juron et a reculé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai sorti un chèque de banque que j'avais préparé à l'avance dans mon sac. Je l'ai jeté sur la table. 300 000 euros. Je leur ai dit que c'était le dernier centime que je leur donnerais, qu'ils considèrent ma dette pour m'avoir élevé comme totalement remboursée avec cela, et que je leur interdisais de revenir me chercher. Ma mère a saisi le chèque. Ses yeux brillaient de cupidité, mais sa bouche continuait de marmonner des malédictions. Elle m'a traité d'ingrate et m'a prévenu que lorsque je mourrais de faim dans la rue, je ne devrais même pas songer à franchir le seuil de sa porte. Ils sont partis, laissant derrière eux le bruit et l'avarice. Je suis restée inexpressive dans la cour vide, quand leur voiture a disparu sur la route. Mes jambes ont cédé, et je me suis effondrée sur les sols. Thomas m'a soutenue précipitamment et m'a assise sur une chaise. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, j'ai pleuré amèrement devant lui. J'ai pleuré pour les liens familiaux qui s'étaient vendus si bon marché. Et pour cette terrible solitude, Thomas s'est assis à côté de moi sans dire un mot. Cet après-midi orageux, son épaule fut le seul endroit où je pus m'appuyer.
Je croyais que couper les ponts avec ma famille m'apporterait un peu de paix, pendant ma grossesse. Mais je me trompais. La maîtresse de mon ex-mari, Victoire, n'était pas la femme innocente qu'elle prétendait être. Une fois que j'avais disparu, elle a soupçonné que je complotais secrètement pour voler des dits actifs ou menacer sa future position de maîtresse de maison. Grâce au même détective privé que mes parents avaient utilisé, elle a découvert où je me trouvais. Cette nuit-là, la pluie tombait à verse et les éclairs brillaient de façon menaçante dans le ciel. Je me tournais et me retournais dans mon lit à cause de douleur au dos quand une odeur âcre de fumée a frappé mon nez. Je me suis levée, en sursaut, et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai été horrifiée de voir que l'entrepôt à l'arrière, qui abritait les émaux et les matériaux précieux, était complètement la proie des flammes. Le feu rouge rugissait, dévorant le vieux toit en bois. Sans se laisser impressionner par la forte pluie, j'ai crié au feu et appelé Thomas, enfilant un manteau et courant dehors. Thomas est sorti en trombe de l'air de repos. Il tenait un extincteur. Mais les flammes étaient déjà hors de contrôle. Il a hurlé par-dessus le bruit de la pluie pour m'empêcher d'avancer. Mais je ne pouvais pas rester planté là. À l'intérieur de ce hangar, il y avait une boîte en bois contenant les recettes secrètes d'émail bleu cobalt que ma grand-mère avait passé sa vie à consigner. C'était l'âme des céramiques d'Uma et le seul héritage qu'elle m'avait laissé. Juste au moment où j'allais me précipiter vers le feu, Thomas a été plus rapide. Il m'a repoussé en arrière, me faisant tomber, et s'est jeté lui-même dans les flammes. J'ai hurlé son nom, terrifié, sentant mon cœur se déchirer. Quelques minutes plus tard, Thomas a émergé de l'épaisse fumée noire. Il serrait la boîte, en bois contre sa poitrine. Ses vêtements étaient roussis et l'un de ses bras était rouge et couvert d'ampoules. Il a posé la boîte au sol devant moi, haletant lourdement, et m'a rassuré. En regardant le bras brûlé de Thomas et le feu engloutir l'œuvre de la vie de ma grand-mère, mon intuition m'a dit que ce n'était pas un simple accident. L'odeur, nauséabonde d'essence mélangée à la fumée en disait long. Victoire. Elle était la seule personne assez cruelle pour me coincer ainsi. Elle avait brûlé mon gagne-pain dans l'espoir de me terrifier et de me faire disparaître à jamais. Le lendemain matin, lorsque la police a inspecté les lieux et conclu qu'il s'agissait d'un incendie d'origine électrique parce que le coupable avait effacé ses traces avec soin, j'ai gardé le silence. J'ai réalisé que je ne pouvais plus rester là. Limoges était trop accessible pour ceux qui voulaient me faire du mal. Je ne pouvais pas permettre que mes enfants naissent dans un tel danger. Je suis allée trouver Thomas, qui se faisait soigner par un médecin pour ses sémilles. Brûlures. Je lui ai annoncé d'une voix résolue que j'allais vendre cette propriété. Je ne pouvais pas la protéger. Ma grand-mère aurait compris. Thomas, qui m'a regardé avec des yeux profonds, et m'a demandé où j'allais. J'ai répondu que je partais pour les Cévennes, dans le sud, que j'y avais une connaissance, que je pourrais louer un terrain dans la montagne et repartir de zéro, que c'était loin, que l'air y était pur, et que ce serait un bon endroit pour avoir les bébés et les élever. J'ai pris une inspiration et je lui ai demandé s'il viendrait avec moi. Je lui ai proposé une part de 20% dans le nouvel atelier. En tant qu'associé, j'ai retenu mon souffle et attendu sa réponse. Thomas était un artisan brillant. Il pouvait rester ici et travailler dans n'importe quel grand atelier. Me suivre signifiait se porter volontaire pour endurer des difficultés et repartir du néant absolu. Mais Thomas n'a pas hésité une seconde. Il m'a regardé dans les yeux et a souri doucement. Il m'a dit que n'importe quel endroit irait, tant qu'il pourrait toucher l'argile. Et puis, comment allais-je m'en sortir seule? Enceinte de jumeaux? Il se devait de venir avec moi. Ces mots simples m'ont piqué le nez d'émotion. Quand le monde entier m'avait abandonnée, cet homme me tendait volontiers la main, offrant de marcher avec moi, vers un avenir incertain. Nous avons emballé nos affaires, pris la boîte de recettes secrètes et nos faibles espoirs, et nous avons quitté Limoges par un
Après-midi, lugubre et pluvieux, pour entamer un nouveau voyage semé d'embûches. Nous avons loué une vieille ferme isolée et en ruine sur les douces pentes des Cévennes, loin du centre du village. C'était désolé. Les mauvaises herbes nous arrivaient aux genoux et le vent s'infiltrait par chaque fissure de la vieille bâtisse. Mais en échange, l'endroit offrait le silence parfait dont j'avais tant rêvé. J'ai utilisé l'argent de la vente de l'ancien atelier et une partie de mon accord de divorce pour rénover le mas provençal. Nous avons construit de nouveaux petits fours adaptés à l'argile locale. Thomas était le directeur technique et le seul ouvrier. Il se couvrait de poussière tous les jours, construisant les fours, pétrissant l'argile et réparant le toit qui fuyait. Même avec mon corps alourdi. J'aidais pour des tâches plus légères comme dessiner des croquis ou tenir la comptabilité. La nouvelle vie a commencé avec d'innombrables difficultés. Le climat changeant, de la montagne aggravait les douleurs articulaires de ma grossesse. Les nuits où mes nausées étaient insupportables. Mes jambes enflaient et des crampes me tordaient tellement les orteils que je pleurais de douleur. Allongée dans la chambre froide, complètement seule, sans la chaleur d'un mari. La solitude rongeait à nouveau mon cœur. La maison me manquait. Ces journées courtes et paisibles me manquaient. Parfois, dans des rêves flous, je voyais le dos d'Alexandre s'éloigner de moi. Thomas connaissait toute ma douleur. Mais il gardait toujours une distance appropriée. Il n'a jamais franchi la ligne entre amis et collègues. Cependant, son attention était incroyablement méticuleuse. Chaque soir, après avoir terminé un four, il préparait une infusion chaude, la laissait devant ma porte, m'appelait doucement pour me dire que la tisane m'aiderait contre les gonflements. Quand je me réveillais le matin, il y avait toujours des tartines, de pain de campagne beurré prêtes sur la table. Il n'était pas un homme de grands discours. Il prenait simplement soin de moi par ses actions. Une fois, en observant son dos, alors qu'il coupait silencieusement du bois dans la cour, j'ai ressenti une gratitude infinie. Je me demandais pourquoi un homme aussi bon ne s'était pas encore marié, et pourquoi il gaspillait sa jeunesse au milieu de nulle part avec une femme enceinte et abandonnée. Pendant une pause, je lui ai posé la question à brûle-pourpoint, lui demandant pourquoi il était si bon avec moi et les bébés. Thomas s'est arrêté, a regardé vers les oliviers. Les yeux remplis de nostalgie. Il m'a expliqué qu'il y a très longtemps, Quandil n'était qu'un gamin à problème. Ma grand-mère lui avait sauvé la vie. Qu'avant de lui apprendre à tourner l'argile, elle lui avait appris à vivre comme un être humain, et que maintenant qu'elle n'était plus là, m'aider était sa façon de de rendre l'appareil. Puis il s'est tourné vers moi, les yeux exceptionnellement chaleureux, et a ajouté que de me voir lutter avec tant de force pour protéger, mes enfants lui inspiraient un profond respect. Car les hommes sont souvent bien plus lâches que les femmes. La réponse de Thomas a apaisé mon esprit. La relation entre nous était aussi claire et pure que la porcelaine que nous fabriquions. Sur cette colline, solitaire, deux âmes esselées se soutenaient mutuellement, guérissant de vieilles blessures avec bienveillance. En entrant dans mon 8e mois de grossesse, mon ventre était énorme, ce qui me rendait le moindre mouvement difficile. Le médecin de campagne m'avait prévenu qu'une grossesse gémellaire comportait un risque très élevé d'accouchement prématuré et que j'avais besoin d'un repos absolu au lit. Mais le nouvel atelier venait tout juste de commencer à fonctionner. Et nous étions frénétiques à l'idée d'honorer notre première commande pour l'exportation. Je ne pouvais pas me contenter de regarder Thomas lutter seul. Je veillais tard, vérifiant les couleurs des émaux et calculant les coûts. Et puis s'est produit ce que je craignais le plus. Un après-midi, alors que j'inspectais la céramique tout juste sortie du four. Une douleur fulgurante m'a transpercé le bas-ventre. Bientôt, un flot d'eau chaude a coulé le long de mes jambes. J'avais perdu les os et les contractions m'ont frappé avec une férocité que je n'aurais jamais imaginée. J'ai eu juste le temps de halter à Thomas de sauver les bébés avant de m'effondrer. Horrifié,
Il m'a prise dans ses bras, m'a installée dans sa vieille camionnette et a conduit comme un fou sur les routes sinueuses jusqu'à l'hôpital d'Alès. À l'intérieur de la voiture, la douleur était si intense que j'avais l'impression de perdre la tête. J'ai agrippé le bras de Thomas avec tant de force que mes ongles l'ont fait saigner. Dans un état de délire où réalité et hallucination se mélangeaient. Je n'ai pas appelé ma mère ni ma grand-mère. Inconsciemment. Ce nom a douloureusement franchi mes lèvres. Alexandre. Je l'appelais à l'aide. Je n'ai pas réalisé à quel point mon cri avait marqué le cœur de l'homme qui conduisait à mes côtés. Thomas a serré le volant. Ses yeux étaient injectés de sang. Mais sa voix tentait toujours de me rassurer. Mais, disant de tenir bon, que nous étions presque arrivés et que les bébés et moi allions nous en sortir. À l'hôpital, le médecin a diagnostiqué que les bébés se présentaient par le siège et que le cordon ombilical était enroulé autour du cou de l'un d'eux. Une urgence vitale, nécessitant une césarienne immédiate. Une infirmière est sortie, en courant dans le couloir avec un formulaire de consentement, et a crié qu'il fallait que le tuteur de Camille Dumas signe immédiatement. Sous peine de mettre en danger la mère et les enfants. Thomas se tenait là, trempé de sueur. Ses vêtements encore couverts d'argile. Il n'était ni mon mari ni mon frère. Légalement, il n'avait pas le droit de signer. Mais dans ce moment de vie ou de morte, il a arraché le formulaire et a signé sur la ligne du tuteur sans hésiter. Il a dit au médecin, d'une voix tremblante mais ferme, qu'il était mon frère, là, suppliant de nous sauver tous les trois. Peu importe ce que cela coûterait. Les portes de la salle d'opération se sont fermées et la lumière rouge s'est allumée. Ces 4 heures ont semblé aussi longues que 4 siècles. Thomas s'est assis, effondré devant les portes, joignant les mains dans une prière, désespéré. Finalement, brisant le silence de mort, a éclaté le son d'un bébé qui pleure, puis un autre. C'était le son de la vie, le son de l'espoir, le son d'un miracle. Quand je me suis réveillée de l'anesthésie, la zone de l'incision me faisait si mal que j'avais l'impression que mes os gelaient. Mais en voyant les 2 petits anges couchés dans les couveuses poussées par l'infirmière, toute la douleur s'est évanouie. Un garçon, une fille, petite, rouge et ridée. Mais pour moi, c'étaient les êtres les plus magnifiques du monde. Thomas était tout près. Nous, regardant tous les 3 avec un sourire éclatant sur son visage épuisé, il m'a félicité, m'annonçant que les bébés et moi étions en bonne santé, que le garçon ressemblait à son père et la fille à sa maman. J'ai regardé mon fils. Il avait exactement la même arête nasale haute et le front large qu'Alexandre. Mon cœur s'est serré une fraction de seconde. Mais j'ai rapidement chassé cette émotion. J'ai tenu la petite main du bébé, les larmes coulant sur mes joues. Leur souhaitant la bienvenue dans ce monde, j'ai décidé de les appeler Gabriel, Juliette, espérant seulement que leur vie soit paisible, loin des tempêtes que j'avais dû affronter. Pendant que je passais des nuits blanches à m'occuper de mes enfants sur une colline reculée, de retour à Paris. La vie d'Alexandre baignait dans un halo de bénédiction. La nouvelle que le milliardaire avait obtenu un précieux fils dominait les rubriques affaires et la presse people, même sans la chercher. La nouvelle arrivait jusqu'à mes oreilles chaque fois que j'allais au village, acheter du lait en poudre. J'ai appris que le jour où Victoire avait accouché, Alexandre avait privatisé tout l'étage VIP de l'hôpital privé le plus cher de Paris. Fou de joie, il avait immédiatement offert à Victoire une voiture de sport et une villa somptueuse, au bord de l'eau, au cap d'Antibes. Pour lui, cet enfant n'était pas seulement un fils. C'était la preuve ultime de sa virilité. Un démenti cinglant à toutes les rumeurs concernant sa fertilité. Il avait appelé le garçon Arthur. Mais la vie est une suite de cruelles ironies. En grandissant, l'enfant ne ressemblait en rien à Alexandre. Il n'avait ni son nez droit ni son front large.
est intelligent. Au contraire. Le garçon avait de grands yeux sans relief et une bouche large, ressemblant trait pour trait au chauffeur privé qui emmenait Victoire au spa tous les jours. Les chuchotements ont commencé à circuler dans l'entreprise, du personnel d'entretien au cadre supérieur. Pourquoi le fils du grand patron ne lui ressemblait-il pas du tout? Pourquoi était-il le portrait craché du fils du chauffeur? Ces paroles revenaient de plus en plus, souvent après le travail. Mais la foi aveugle d'Alexandre, ancrée dans ce faux test génétique, ignorait toutes les rumeurs. Il pensait que ce n'était que la jalousie de Jean mesquin face à son bonheur. Il chérissait encore plus Victoire et fermait les yeux sur son comportement arrogant. Victoire, autrefois simple secrétaire, était devenue une reine du jour au lendemain. Bien qu'elle ne soit pas son épouse légale, elle exerçait un pouvoir immense. Elle a commencé à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise sous prétexte d'être la fiancée du président. Elle a placé les membres de sa famille, sans aucune qualification, à des postes clés. L'un est devenu responsable des entrepôts, l'autre directeur des achats. Les projets immobiliers dans lesquels Alexandre avait mis tout son cœur ont commencé à se vider de leur substance. Les matériaux de construction, haut de gamme, ont été remplacés par des produits bons marché pour empocher la différence. Et la qualité a chuté, provoquant une avalanche de plaintes de clients. La réputation de l'entreprise a commencé à wadillar. Mais chaque fois que quelqu'un trouvait le courage de l'avertir, Victoire pleurait et se cramponnait à Alexandre, affirmant qu'on la méprisait, parce qu'elle était une femme et qu'on cherchait à les séparer. Alexandre, autrefois réputé au sein du CAC 40 pour être brillant et froid, agissait maintenant comme un possédé. Il licenciait les employés loyaux qui disaient la vérité et consolait la vipère à ses côtés. Il n'avait aucune idée qu'il élevait les termites mêmes qui dévoraient les piliers de son empire. Et la plus grande tragédie de sa vie restait intelligemment dissimulée sous le papier, cadeau de son faux bonheur. En écoutant ces histoires de loin, je restais totalement indifférente. Cela m'enthousiasmait pas, et je ne ressentais aucune compassion. Je savais que la vérité finirait par percer. Le jour où elle éclaterait, sa douleur serait incommensurable. Pendant ce temps, j'étais occupée par les joies simples du quotidien avec mes 2 enfants angéliques, qui grandissaient de jour en jour. Avant même de m'en rendre compte, 5 années s'étaient écoulées depuis cette année d'orage. 5 ans. C'était suffisant pour que les blessures superficielles guérissent, et pour que les cicatrices de mon cœur durcissent et deviennent une partie de ma mémoire que je pouvais affronter avec calme. Gabriel et Juliette avaient maintenant 5 ans. Ils grandissaient en respirant l'air pur de la montagne, enveloppés de l'amour de leur mère et de leur oncle Thomas. Mon fils Gabriel était calme et posé, mais très intelligent et profond. Il avait des yeux enfoncés qui étaient le portrait vivant de son père. Chaque fois qu'il me voyait tourner de la céramique, il s'asseyait en silence pendant des heures. Parfois, il modelait les restes d'argile avec ses petites mains. Ma fille, Juliette, elle, était tout le contraire. Elle était énergique et bavarde comme un petit oiseau, s'assurant que notre maison rustique ne manque jamais de rire. Je n'étais plus l'épouse soumise et timide. Tout au long de ces 5 années, immergée dans l'argile, le feu et les recherches nocturnes sur les émaux, j'avais complètement rené. J'étais maintenant Camille Dumas, une céramiste, solidement établie dans le monde de l'art. Notre marque, Céramique Dumas, c'est concentrée sur des pièces artisanales haut de gamme, combinant technique, traditionnelle et esthétique moderne. Plutôt que sur la production de masse, les pièces étaient incroyablement populaires parmi la haute société et les collectionneurs. Ils adoraient la beauté simple mais délicate, et le mystérieux émail cobalt que j'avais réussi à restaurer en utilisant les recettes secrètes de ma grand-mère. J'apparaissais dans des magazines d'art, non pas comme la femme d'un homme riche, mais comme une artiste au regard un peu triste mais résilient, aux mains talentueuses tachées d'argile.
Thomas était resté à mes côtés comme une ombre silencieuse et fiable. Il n'était pas seulement un excellent directeur d'atelier, mais aussi la figure paternelle, par excellence pour les jumeaux. Il avait appris à Gabriel à faire voler, cerf-volant et montrer à Juliette comment planter des fleurs. Il changeait les ampoules grillées et réparait les tuiles fêlées. Il n'a jamais dit une seule fois « Je t'aime », mais la façon dont il me regardait au crépuscule était toujours remplie d'une affection vaste et profonde. Un jour, Juliette accourut dans mes bras, rayonnante, pour me dire que l'oncle, Thomas, avait promis de les emmener camper dans la forêt ce week-end. Joy regardait ma fille puis Thomas, qui rangeait du bois dans la cour, et une douce chaleur a envahi ma poitrine. Ces 5 dernières années, il n'avait jamais exigé de titre, ni ne m'avait obligé à répondre à ses sentiments. Il avait simplement comblé les vides dans la vie de notre famille avec sincérité et patience. Parfois, je me demandais si le garder à mes côtés ainsi était trop égoïste, mais chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet pour qu'il parte chercher son propre bonheur, il souriait chaleureusement et m'arrêtait, disant que son bonheur était de nous voir tous les 3 en paix. Je croyais que la vie s'écoulerait ainsi paisiblement pour toujours. Moi, j'ai reçu une invitation pour participer à la plus grande exposition de céramique contemporaine du pays qui se tiendrait à Lyon. C'était une occasion en or de faire connaître Céramique Dumas encore davantage. Mais cela signifiait aussi retourner à la vie trépidante de la ville, pleine de souvenirs que je m'étais efforcée d'enterrer, en regardant mes 2 enfants endormis et l'élégante invitation aux lettres dorées sur mon bureau. J'ai pris une grande inspiration. Le moment était venu de faire face à la Camille du passé. Le soir de l'exposition, le centre de congrès de Lyon brillait de lumière, glamour, rassemblant les figures de proue du monde des affaires et de l'art, l'atmosphère luxueuse, le parfum des grandes marques et le tintement des flûtes de champagne remplissaient l'espace. Je me tenais dans un coin, regardant les gens admirer ma pièce maîtresse. Résurrection. Je portais une robe de soirée en velours vert émeraude, les cheveux soigneusement relevés avec une épingle en céramique que Thomas m'avait fabriquée. Je n'avais plus la posture voûtée de la femme abandonnée. Il y a 5 ans, j'exsudais la confiance et l'élégance d'une femme qui a traversé la tempête. De l'autre côté de la salle, Alexandre est apparu. Il était toujours aussi séduisant dans son costume noir sur mesure. À ses côtés se trouvait Victoire, qui s'agrippait à son bras comme si on allait le lui arracher. Elle portait des marques de créateur de la tête aux pieds. Mais ses yeux trahissaient une énergie vulgaire. Ils se sont arrêtés devant ma pièce la plus précieuse. On, buste intitulé Mère et Fils. La sculpture représentait une mère serrant fermement son enfant contre sa poitrine, les yeux fermés. Irradiant une pêche absolue. Une technique d'émail craquelé combinée à une cuisson unique, au feu de bois, avait créé une œuvre d'une beauté envoûtante. Victoire a dit d'un ton faussement connaisseur que cette sculpture était magnifique, et que puisque les enchères commençaient à 2 millions d'euros, il devrait l'acheter pour le salon. Alexandre a hoché la tête, complètement hypnotisé par l'œuvre. C'était comme si un fil invisible tirait sur son cœur. Juste au moment où il tendait la main pour toucher l'étiquette, la voix du présentateur a résonné dans la salle, invitant sur scène la créatrice de la Quespranzé collection, l'artiste Camille Dumas. Un projecteur a illuminé l'endroit où je me trouvais. J'ai pris une grande inspiration. J'ai souri doucement et j'ai fait un pas en avant. À cet instant, j'ai vu les pupilles d'Alexandre se dilater. Il s'est figé sur place, manquant de faire tomber sa coupe de champagne. Il m'a regardé comme un homme qui aurait vu un fantôme ou une déesse surgissant de souvenirs poussiéreux. Il n'y avait plus la Camille terne et ennuyeuse ici. Devant lui se tenait une femme, rayonnante, accomplie et impossiblement distante. Il a murmuré mon prénom. Mais sa voix était noyée par les applaudissements, nourris du public. Victoire, à côté de lui, est devenue pâle comme de la cendre. Ses ongles pointus se sont enfoncés dans la peau d'Alexandre.
Elle n'aurait jamais imaginé que la femme qu'elle avait jetée comme un déchet reviendrait avec une telle gloire. C'est à ce moment précis que, depuis l'arrière de la scène, 2 enfants, impeccablement habillés, sont arrivés en courant. Juliette a crié à tue-tête, m'annonçant que l'oncle Thomas leur avait acheté de la glace et qu'il m'en avait gardé un peu. Gabrielle la suivait, tenant un cornet de glace qui fondait. Les 2 enfants se sont agrippés à mes jambes, enfouissant leur visage dans ma robe. Je me suis penchée pour essuyer doucement une tache de glace sur la joue de mon fils. Un sourire radieux sur le visage. Sous les lumières, brillantes. Le visage de Gabrielle était parfaitement éclairé. Un nez haut et droit, des yeux enfoncés, et un front large et obstiné. Le petit garçon était exactement pareil à Alexandre, comme s'il avait été coulé dans le même moule. Alexandre, debout dans le public à seulement quelques mètres de nous, a regardé fixement Gabrielle, puis a reporté son regard sur moi. Tout son corps a tremblé, légèrement. La coupe de champagne dans sa main a glissé et s'est fracassée sur les sols en marbre. Le son aigu du verre brisé a résonné, mais personne n'y a prêté attention. Chacun de ses nerfs était uniquement concentré sur cet enfant. Dans son esprit, une onde de choc massive détruisait tous les murs défensifs, qu'il avait méticuleusement érigés au cours des 5 dernières années. L'exposition s'est terminée dans un tourbillon chaotique d'émotions. Alexandre, qui n'a pas osé s'approcher de moi. Peut-être n'avait-il pas encore le courage de faire face à la vérité exposée devant lui. Il a attrapé la main de Victoire et a quitté les lieux précipitamment. Ses pas ressemblaient à ceux d'un homme en fuite. Mais je savais que la graine du doute avait été plantée dans son esprit et qu'elle germerait bientôt pour devenir un buisson d'épines qui mettrait en pièces sa vie préfabriquée. Même après être retourné dans son grand appartement parisien, l'image de Gabrielle n'a pas quitté l'esprit d'Alexandre. Il est resté assis dans son bureau plongé, dans l'obscurité, fumant cigarette sur cigarette. Le visage de l'enfant. La façon dont ses yeux le regardaient, jusqu'à son habitude de pincer les lèvres. Tout était exactement comme lui. Soudain, il s'est surpris à comparer l'enfant avec Arthur, le petit garçon de 5 ans qui dormait dans la chambre d'à côté. Arthur avait été un enfant gâté depuis sa naissance. Il était agressif et indiscipliné. Il passait ses journées à casser des objets, à hurler pour avoir des jouets et même à insulter la nounou, chaque fois qu'Alexandre essayait de le gronder. Victoire courait faire bouclier, lui reprochant de faire peur à l'enfant. La différence monumentale entre les 2 enfants brûlait les entrailles d'Alexandre. Il ne pouvait plus rester les bras croisés. Cette nuit-là, il a appelé son assistant de la plus haute confiance. Un homme qui n'avait pas encore été acheté par Victoire et a ordonné une enquête exhaustive sur Camille Dumas et les 2 enfants. 2 jours plus tard, un épais dossier en carton a été déposé sur le bureau d'Alexandre. Le rapport indiquait clairement que j'avais donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, dans un hôpital d'Alès. Le moment de la naissance, exactement 8 mois après le jour du divorce. Chaque détail, chronologique, s'emboîtait de manière terrifiante. Alexandre a tenu le dossier, avec des mains tremblantes. Il s'est souvenu de ce jour où j'avais tenté de dire quelque chose, et où il m'avait fait taire avec son dossier de vasectomie. Les miracles auraient-ils pu m'arriver à moi? Et non à Victoire? Une pensée glaçante lui a traversé l'esprit. Mais l'obstination rationnelle d'un homme arrogant fait un dernier effort désespéré pour se rassurer, se persuadant que c'était le fils de ce Thomas. Tandis qu'Alexandre se débattait entre le doute et l'espoir, Victoire ne restait pas les bras croisés. Avec l'intuition aiguisée d'une escroc, elle avait senti le danger au moment même où elle avait vu les jumeaux. Elle savait que s'il découvrait la vérité, sa position de maîtresse de maison volerait en éclats, terrifiée à l'idée de perdre cette vie luxueuse et horrifiée de retourner dans le caniveau de son passé. Elle a décidé d'attaquer la première.
Elle a contacté une agence de relations publiques clandestine spécialisée dans les campagnes de dénigrement numérique. Elle a lancé une manipulation cruelle de l'opinion publique dirigée contre ma marque. Du jour au lendemain, des publications sont apparues simultanément sur plusieurs forums et réseaux sociaux, affirmant que les céramiques Dumas utilisaient des hémotoxiques contenant des métaux lourds, ce qui posait un grave risque pour la santé des enfants. De faux comptes sont venus en essaim, lançant des insultes et organisant des boycotts, me qualifiant d'artiste sans conscience. Les rumeurs se sont propagées comme une traînée de poudre. Les commandes à l'exportation ont été suspendues par nos partenaires. Et mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des appels furieux. Quelqu'un a même jeté de la peinture rouge à l'entrée de notre showroom. Mais contrairement à la panique de mes employés, je suis restée remarquablement calme. Forgée dans des fours, ardents pendant 5 ans. Je n'étais plus une masse molle d'argile qui se brisait facilement. J'ai immédiatement tenu une conférence de presse directement dans le mas des Cévennes. Je voulais que les journalistes et les clients voient le processus de production de leurs propres yeux. Ce jour-là, qui vêtu d'une tenue de travail simple, les cheveux soigneusement attachés, je me suis tenue fièrement au centre de la cour baignée de soleil. Devant des dizaines d'objectifs, j'ai déclaré avec audace que nos céramiques n'étaient pas que des marchandises, mais la fierté de ma famille, et que nous ne vendrions jamais notre conscience pour de l'argent. Puis un grand écran s'est allumé derrière moi. Il ne montrait pas un rapport d'analyse chimique, mais des images de caméras de sécurité cachées dans notre entrepôt de matières premières. On y voyait un homme étrange avec un masque médical s'approcher furtivement et verser un liquide inconnu dans les cuves. Des miles. Peu après, il est allé dans un coin, a retiré son masque et a passé un appel téléphonique. Le visage du chauffeur privé de Victoire était clairement visible. De plus, l'enregistrement d'un appel téléphonique, obtenu par un détective privé, a résonné distinctement. Mademoiselle Victoire. C'est fait. Quand est-ce que je reçois le reste de l'argent? Les journalistes ont haleté de choc. Les flashs des appareils photo ont crépité. En regardant directement les objectifs, j'ai annoncé avoir remis toutes ces preuves à la gendarmerie nationale. J'ai ajouté, à l'attention de la personne, derrière cela, qu'un arbre qui pousse droit ne tremble pas, et que plus on essaierait de me piétiner, plus je deviendrais forte. La conférence de presse a été un succès retentissant. Et l'opinion publique a instantanément basculé en ma faveur. Les commandes ont afflué de nouveau. Cet après-midi-là, alors que je nettoyais l'atelier, une voiture de luxe s'est arrêtée devant la porte. C'était Alexandre. Son visage était un mélange de confusion et d'épuisement. Il a regardé la femme qui venait de secouer les Amédia avec un regard complexe que je ne lui avais jamais vu. Il m'a félicité pour ma gestion de la crise, avouant qu'il ne pensait pas que Victoire irait aussi loin. Essuyant la poussière d'argile de mes mains, je ne l'ai pas invité à entrer. Je lui ai dit que s'il venait me féliciter, j'acceptais volontiers. Mais que s'il venait défendre sa maîtresse, il pouvait faire demi-tour. Alexandre a fait un pas en avant et a tenté de me prendre la main. Maïsiaï, reculé. Il a ri amèrement, admettant que j'avais vraiment changé. Puis il m'a annoncé qu'il s'occuperait de Victoire. Mais qu'il était venu pour les enfants. Pour Gabriel, je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai répondu avec fermeté. Je lui ai rappelé que nous étions désormais des concurrents en affaires et des étrangers, dans la vie privée. Je lui ai intimé l'ordre d'arrêter de se comporter comme mon ex-mari, lui signifiant que mes enfants n'avaient absolument rien à voir avec Louis. Je me suis retournée et j'ai fermé la lourde porte en bois. Mon cœur battait la chamade. Non pas de peur, mais d'une colère bouillonnante. Il était toujours le même, toujours aussi égoïste, convaincu de pouvoir tout contrôler. Mais la Camille d'aujourd'hui n'était plus une femme dont il pouvait disposer à sa guise. Mon refus catégorique n'a pas dissuadé Alexandre.
Le visage de Gabriel, exactement semblable au sien, lui volait son sommeil et son appétit. Habitué à utiliser n'importe quel moyen dans le monde des affaires, il a décidé d'agir, secrètement. Il a engagé quelqu'un pour suivre nos routines, ayant découvert que Gabriel fréquentait une école privée près du village. Il s'en est approché en cachette. Pendant la récréation, Alexandre a salué l'enfant à travers la grille. Son allure de gentilhomme a suffi à attirer l'attention du garçon. Faisant semblant d'enlever une feuille dans ses cheveux, Alexandre a arraché quelques mèches avec le bulbe intact. Il s'est excusé, a donné une tablette de chocolat, hors de prix à l'enfant, et a disparu. Avec l'échantillon en main, Alexandre s'est précipité au centre de test, génétique le plus prestigieux de Paris, demandant une analyse en urgence. 3 jours plus tard, les résultats ont été livrés. Le grand bureau du dernier étage, du quartier de la Défense, était d'un silence de mort. Alexandre a tenu l'enveloppe en suant à grosses gouttes. Il l'a ouverte. Ses yeux se sont rivés sur la conclusion. Probabilité de paternité. 99%. Il a laissé tomber le papier sur son bureau. Tout son corps tremblait. Cette vérité détruisait tout ce en quoi il avait aveuglément cru. Il est immédiatement retourné voir l'urologue qui avait pratiqué la vasectomie. Après des examens, le médecin lui a expliqué avec angoisse que c'était un cas extrêmement inhabituel. L'un de ses canaux avait montré des signes microscopiques de recanalisation spontanée. Ce qui expliquait la grossesse. Alexandre est sorti de la clinique comme un homme qui avait perdu son âme. Il avait mis à la rue sa femme loyale et ses enfants biologiques pour faire entrer un escroc et élever l'enfant d'un autre pendant 5 ans. Il a repensé au test et génétique qu'il avait secrètement fait pour Arthur une semaine plus tôt. 0%. 2 résultats contredisant ses certitudes. Comme 2 gifles monumentales. Alexandre a agrippé le volant. Les veines saillantes. Une tempête de faim, d'après-midi a éclaté. Il a conduit sous la pluie battante jusqu'à la villa du Cap d'Antibes où vivaient Victoire et son fils, en arrivant, trempé et le visage meurtrier. Victoire s'est levée précipitamment avec son sourire mielleux. Mais Alexandre a hurlé pour la faire taire. Il lui a jeté les résultats des tests. Visage. Quand elle a lu paternité non établie pour Arthur et l'inverse pour Gabriel. Le sang a déserté son visage. Elle a balbutié des excuses. Tombant à genoux, suppliant qu'elle l'aimait vraiment, promettant de se débarrasser d'eux, l'enfant pour lui en donner un vrai. Alexandre l'a violemment repoussé du pied. Il lui a dit qu'elle l'avait aimé, pour son argent, qu'elle avait comploté avec le chauffeur pour l'escroquer, même tenté de blesser sa femme et ses enfants. Il s'est tourné vers les gardes du corps et a ordonné de confisquer toutes les cartes de crédit, les bijoux et les voitures, puis de la traîner dehors avec l'enfant. Les lourdes portes de la propriété se sont fermées, les séparant à jamais de leur vie de luxe. Dehors, sous la pluie, Victoire s'est effondrée dans la boue. Le karma l'avait rattrapée, même après s'être débarrassé de Victoire. Le cœur d'Alexandre n'était pas plus léger, mais ses instincts d'homme d'affaires ont repris le dessus. Il croyait que tout dans le monde avait un prix. Le lendemain matin, il s'est présenté à mon atelier. Il n'était pas dans une voiture de luxe. Il portait des vêtements modestes, essayant de susciter la pitié en paraissant négligé. Je lui ai accordé un seul regard avant de retourner à mon travail. Alexandre a posé une carte. Noir VIP et un contrat prêt, rédigé sur la table. Il m'a dit qu'il savait toute la vérité, qu'il s'était trompé et qu'il voulait maintenant me compenser. Moyette, les enfants. Yoiritone. Lui demandant comment il comptait faire. Il a poussé la carte vers Moi, affirmant qu'elle contenait 10 millions d'euros. Avec cet argent, je pouvais agrandir mon atelier 10 fois. En échange, je devais lui donner la garde des enfants ou accepter de nous remarier. J'ai regardé la carte noire.
puis je les regardai dans les yeux. À ses yeux, mais, enfant restait des marchandises. J'ai pris la carte et je la lui ai jetée sur la poitrine. Je lui ai demandé si mes enfants lui semblaient être des objets que l'on pouvait acheter et vendre. Je me suis levée, et j'ai parlé avec férocité, lui disant que nous n'étions pas à vendre, que le père de mes enfants était mort, il y a 5 ans, et qu'il n'était plus qu'un étranger riche en faillite morale. Le visage d'Alexandre a rougi, son orgueil blessé a arraché son masque. Et il est redevenu l'homme dictatorial que j'avais connu. Il m'a menacé de m'attaquer, en justice, affirmant qu'une mère célibataire et artiste aux revenus instables ne pourrait jamais gagner contre lui. Si je refusais son offre, il prendrait la garde par la force, et je perdrais tout. J'ai ri froidement, l'invitant à me traîner au tribunal, pour voir ce qu'un juge penserait d'un père qui avait abandonné sa femme enceinte pour vivre avec sa maîtresse pendant 5 ans. Alexandre a serré les dents, attrapé la carte et est parti. Je savais que la bataille légale serait terrible. Mais pour mes enfants, j'étais prête à tout. Peu après, j'ai reçu une assignation du tribunal. Le cabinet d'avocats d'Alexandre, surnommé la défense de fer, s'est mis au travail. Les documents soulignaient mon statut de mère célibataire avec des revenus fluctuants, ressortant les dettes de jeu de mes parents et incluant le rapport d'un psychologue affirmant que l'absence d'une figure paternelle serait préjudiciable. Aux enfants, Thomas, voyant mon désarroi, m'a proposé de se marier avec moi ou de témoigner pour renforcer ma position. Je l'ai remercié avec émotion. Mais j'ai refusé. Je ne voulais pas utiliser le mariage comme bouclier. Je voulais gagner cette bataille par ma propre force de mère. Thomas m'a assuré qu'il resterait mon pilier. Avec ou sans certificat. Alexandre a également manipulé les médias. Des gros titres ont fleuri sur Internet, le dépeignant comme un père tragique cherchant à récupérer ses enfants, biologiques, bloqué par une ex-femme égoïste. La pression est arrivée jusqu'à l'école. Un jour, en allant chercher les jumeaux. J'ai vu Juliette en larmes et Gabriel s'interposant pour protéger sa sœur d'un garçon qui me traitait de sorcière. De retour à la maison, Gabriel m'a regardée avec une maturité frappante. Il m'a dit qu'il m'avait vu pleurer en cachette dans le passé. Essayait que ce monsieur ne leur avait jamais acheté un bonbon. Il a dit que je n'étais pas méchante et qu'il ne voulait pas vivre avec cet homme. Ces paroles m'ont donné une force immense. Le jour du procès, au tribunal des affaires familiales, l'ambiance était électrique. L'avocat d'Alexandre a impitoyablement attaqué ma situation financière. Mais juste au moment où la juge allait commencer l'interrogatoire, les portes se sont ouvertes. Victoire est entrée, sans regarder Alexandre. Elle, qui s'est adressée à la cour pour témoigner en ma faveur. Elle a dénoncé Alexandre, affirmant qu'il considérait les enfants comme de simples outils pour son ego. Et a révélé comment il avait jeté à la rue l'enfant qu'ils avaient élevé ensemble. Le témoignage a brisé le masque d'Alexandre devant la cour. La juge a ensuite interviewé les enfants en privé. Les haut-parleurs a retransmis la conversation dans la salle. La juge a demandé s'il voulait vivre dans une grande maison avec plein de jouets. Gabriel a répondu d'une voix claire qu'il n'avait besoin que de sa maman et de l'oncle Thomas. Il a raconté comment Alexandre m'avait fait pleurer autrefois. Concluant, je suis un homme. Je dois protéger ma maman. Je ne veux pas vivre avec la personne qui lui a fait du mal. Si vous m'obligez à vivre avec lui, Madame la juge, je m'enfuirai. Point. La salle était dans un silence de mort. Alexandre a baissé la tête, les épaules tremblantes. Il pleurait. Il comprenait que son argent ne pouvait pas acheter l'amour ni effacer les blessures. La juge a rendu son verdict, considérant le souhait des enfants et le dévouement de la mère au cours des 5 dernières années. La cour m'a accordé la garde exclusive de Gabriel et Juliette. Serrer mes enfants contre moi.
pleurant de bonheur. J'avais gagné avec l'amour d'une mère. En sortant, j'ai dit à Alexandre que l'argent pouvait acheter une maison, mais jamais une famille. Après le procès, Alexandre est devenu la risée des médias. Les actionnaires de son entreprise du CAC 40 n'ont pas toléré le scandale, et il a été destitué de son poste de président directeur général. Il s'est enfermé dans son vaste appartement parisien, noyant ses regrets dans l'alcool. La vie de notre famille dans les Cévennes a repris son cours paisible. Un soir, sous la lumière de la lune, j'ai exprimé à Thomas ma peur du mariage. Craignant des ruines à sa fille, il m'a pris les mains et m'a dit avec douceur qu'un morceau de papier ne liait pas les cœurs, et qu'il était prêt à m'attendre toute sa vie, sous la lune. Deux âmes solitaires ont enfin trouvé leur sanctuaire. Juste au moment où je pensais que la vie d'Alexandre allait s'effacer, un accident massif l'a frappé. J'ai reçu un appel de l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière. Alexandre avait été victime d'un grave accident de la route, étant toujours son contact d'urgence. Je me suis rendue à Paris. L'homme qui avait été si puissant gisait là. Seul et brisé, j'ai signé le consentement pour l'opération. Le lendemain, je lui ai apporté un bouillon de volaille. Elle me, voyant le nourrir, il a pleuré comme un enfant perdu, s'excusant pour tout. Jay n'ai pas retiré ma main ni prononcé de vaines consolations. Je l'ai laissé pleurer. Il m'a souhaité d'être heureuse avec Thomas, reconnaissant qu'il était un homme bon. Cette bénédiction était la preuve qu'il avait finalement accepté sa défaite. Après sa sortie de l'hôpital, Alexandre a quitté la France pour les Alpes, Suisse. Un mois plus tard, j'ai reçu un dossier de son avocat. Il avait vendu tout ce qui lui restait et placé 12 millions d'euros dans un fonds en fiducie pour les enfants, disponible à leurs 10 à 8 ans. C'était sa façon de s'acquitter de sa dette de père. J'ai gardé la lettre dans un coffre pour mes enfants plus tard, pour qu'il sache qu'il les aimait à sa façon. 3 ans plus tard, l'atelier prospérait. Le jour de mon 32e anniversaire, sous la lumière des étoiles, Thomas s'est agenouillé avec une bague en céramique qu'il avait mis 7 jours et 7 nuits à fabriquer. Elle portait un motif de fleurs de lotus. Il m'a demandé de l'épouser, promettant qu'il ne jamais lâcher ma main tachée d'argile. J'ai pleuré de bonheur et j'ai dit « Oui ». Gabriel et Juliette ont couru nous embrasser. Gabriel rappelant à Thomasa, promesse de ne jamais me faire pleurer. Aujourd'hui, assise à mon tour, je regarde le soleil baigner les collines de Provence. Les épreuves m'ont forgé. La vie est comme un morceau d'argile, informe au départ. Elle se durcit et révèle sa beauté dans le feu de l'adversité. Nous devons sculpter nos propres vies avec nos propres mains, car, après la pluie, le ciel s'éclaircit toujours, et un morceau de céramique brisé peut renaître. Plus fort et plus magnifique encore, j'ai pris une grande inspiration, humant le parfum familier de la terre, en paix avec mon histoire.